Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h45, chaque 4e samedi du mois, pour notre nouveau rendez-vous mensuel. On a beaucoup parlé ces dernières années de l'ascension des femmes aux organes de direction de l'entreprise, qu'il s'agisse de comités de direction ou de conseils d'administration. De nombreuses études ont été consacrées aux raisons pour lesquelles les femmes avaient des difficultés à accéder aux organes de direction de ces sociétés. Parmi les plus connus, on a noté des facteurs externes, comme bien sûr l'horloge biologique, comme l'éducation des enfants, comme la volonté d'avoir une vie privée en même temps qu'une vie professionnelle. Et on a aussi noté quelques facteurs internes, comme la bienveillance, comme souvent plus de fidélité à l'employeur, comme la volonté de faire un travail bien fait plutôt que de faire savoir comment on a fait son travail, et comme le fait que l'argent est moins considéré que chez les hommes comme un facteur de succès. Nous avons toutes et toutes entendu parler du plafond de verre. Et la loi Copé-Zimmermann, il y a 7 ans, est venue nous aider d'un point de vue législatif pour que nous puissions accéder plus facilement au conseil d'administration. Je souhaitais aujourd'hui faire un point sur, tout d'abord, la façon dont les femmes réussissent à briser ce plafond de verre, et deuxièmement, comment elles exercent le pouvoir une fois qu'elles font partie de ces organes de direction. Mon invitée est aujourd'hui Maria Del Peso. Elle est directrice de la communication et co-auteure d'une étude sur les femmes dirigeantes. Maria, bonjour. Bonjour Mireille. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être quelques notions sur l'enquête que vous avez décidé de lancer et comment est-ce que cette enquête est née ? Bien sûr. Alors, cette étude a la particularité d'être co-dirigée par une amie et sociologue, Valérie Boussard, et moi-même, qui vient du monde de l'entreprise. Elle est aujourd'hui co-sponsorisée par le CNRS et des acteurs du monde de l'entreprise privée. Et j'ai envie de dire que trivialement, l'idée de cette étude, elle nous est venue il y a 1 an au cours d'un déjeuner entre Valérie et moi-même. Moi-même venant du monde de l'entreprise et racontant des situations que j'avais vécues ou dont j'avais fait l'expérience dans des comités de direction et sur lesquels je n'avais pas forcément des mots sur lesquels, avec lesquels m'exprimer. Qu'est-ce qui s'était passé ? Voilà, je n'irai pas dans le détail, mais en tout cas, en m'entendant, Valérie a rebondi en me disant « Tu n'es pas la seule femme dirigeante à me faire ce type de récit. Pourtant, il n'y a pas d'études sur le sujet. Ce serait intéressant que toi et moi, on aille écouter la parole d'autres femmes. » Et c'est ce qu'on a fait. On a, d'une manière exploratoire à ce stade, mené 20 entretiens avec des femmes dirigeantes, membres de comités de direction, de comités exécutifs et de conseils d'administration, de façon anonyme et confidentielle bien sûr, sur leur trajectoire professionnelle, personnelle et la façon finalement dont elles vivent ces expériences dans les sphères de pouvoir. Donc 7 ans après la loi Copé-Zimmermann, qu'est-ce qu'on peut dire sur son efficacité et qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui n'a pas changé ? Quel est le constat ? Alors d'abord, le sujet de la féminisation des entreprises est un sujet d'actualité, on le sait. C'est globalement maintenant un enjeu qui est reconnu d'un point de vue politique, puisqu'on a plusieurs dispositifs légaux. Vous avez cité, Mireille, la loi Copé-Zimmermann, on va y revenir dans un instant. Il y a d'autres dispositifs, les lois d'égalité salariale, les lois d'égalité hommes-femmes, en France, en Europe d'ailleurs. Mais il y a aussi une reconnaissance d'un enjeu sociétal. On comprend, il y a aussi d'autres études qui... Il y a une étude de McKinsey, je crois, qui est faite tous les ans depuis plusieurs années. Alors, l'étude McKinsey est souvent citée en référence, exactement, et elle démontre la corrélation entre les performances organisationnelles et financières d'une entreprise et la féminisation de ces mêmes entreprises. Si on avait besoin d'indicateurs, ils sont là. Et il y a d'autres études aussi qui
qui visiblement démontre que l'intelligence collective, elle est favorisée par la mixité des groupes, la diversité des groupes. Et bien sûr, c'est un enjeu sociétal où on comprend, on est dans des sociétés qui écoutent de plus en plus l'aspiration ou les aspirations de leurs citoyens. Voilà. Donc, d'un côté, effectivement, cette féminisation qui est un enjeu reconnu. De l'autre, on voit qu'elle progresse et la loi Copé-Zimmermann a permis justement d'atteindre ces 40% qui était l'objectif de femmes dans les conseils d'administration. Mais là où il n'y a pas de dispositif de quotas réglementaire, comme dans les comités exécutifs, on voit qu'il y a encore 15%, enfin seulement entre guillemets 15% de femmes, notamment dans les entreprises du SBF 120. Donc, je crois qu'il y a une petite loi qui va reparaître là. Il est probable, le discours du gouvernement, c'est qu'on peut être amené effectivement à légiférer, c'est ce qu'on lit dans la presse en tout cas. En tout cas, il y a oui, l'efficacité d'une loi, et en même temps, derrière les chiffres, ils peuvent se cacher aussi des choses, parce que d'autres études, là encore, montrent que le nombre d'administratrices a augmenté, mais ce sont souvent des postes d'administrateurs qui sont créés pour elles, et pas forcément des remplacements de postes d'hommes. Masculins, oui, exactement. Voilà. Donc nous, ce qui nous a intéressés avec Valérie, c'était d'aller dépasser ces analyses quantitatives, ces chiffres, pour savoir ce que ces femmes, nouvellement arrivées ou pas, dans des conseils d'administration ou dans des comités exécutifs, vivaient. D'accord, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Je crois qu'il y a une étude dans les Échos que vous citiez dans votre compte-rendu d'études qui montrait que si la loi Copé-Zimmermann avait fonctionné pour les conseils d'administration, dans les comités de direction, on était très loin d'avoir le même type de proportion, je crois. Voilà, dans les comités exécutifs, on est en moyenne, comme je disais à l'instant, à 15% de femmes. En tout cas dans les entreprises du SBF 120. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a désormais un palmarès qui est demandé par le gouvernement de la féminisation des entreprises et qu'on prend en compte le nombre de femmes dans les conseils d'administration, dans les comités exécutifs, la présence de réseaux féminins et d'autres indicateurs. Donc voilà, tout ça montre que le sujet est pris à bras le corps par les différentes autorités, qu'il évolue, mais qu'il évolue inégalement. Quelles sont les premières remarques que vous avez eues auprès, ou quelles ont été les premières réactions de ces femmes vous parlant de leur accession au-delà du plafond de verre? Qu'est-ce qui vous a marqué au début? Alors beaucoup d'appétit, beaucoup d'envie de parler. Donc oui, il y a la condition de l'anonymat, de la confidentialité, mais beaucoup d'intérêt pour le sujet, parce que visiblement, on a quand même l'impression que ces femmes n'avaient pas l'opportunité de parler très souvent, en tout cas ouvertement, de ces sujets. Donc un accueil très très favorable, et ça continue, on est vraiment ravis. Après, les mots qu'elles utilisent pour décrire ces univers convergent, on va en parler. Mais en tout cas, ce qui était pour nous admirable aussi, c'était de constater qu'elles avaient... Et ça, c'est le premier éclairage qu'on apporte dans cette étude, c'est qu'elles ont toutes percé le plafond de verre. Elles ne le disent pas comme ça. Elles ne l'ont pas forcément conscientisé, entre guillemets, mais elles démontrent toutes à la fois des trajectoires scolaires remarquables, à l'égal de celles de leurs homologues masculins. Elles sont très diplômées, voire surdiplômées. Au plan de la compétence, elles sont irréprochables, et ça, elles le disent. Donc, elles ont des compétences métiers reconnues. Leur légitimité, d'ailleurs, elle la tire de ces compétences, de leur expertise. Elles parlent toutes aussi d'une organisation personnelle très efficace, parce que, évidemment, leur job leur demande une très grande disponibilité. Ça veut dire une organisation avec leurs partenaires très efficace, même quand il y a des enfants, et elles ont des enfants. Voilà. Donc, non, elles ne sont pas toutes célibataires, et loin de là. Absolument pas. On a tous les cas de figure, 3 enfants, 1 enfant, parfois pas d'enfants, mais vraiment, tous les cas sont représentés. Mais elles insistent sur le fait qu'elles organisent tout, même si elles sont accompagnées d'un conjoint soutenant, et qu'elles conservent la charge mentale souvent de cette organisation. Dans les caractéristiques aussi de trajectoire de ces femmes, c'est qu'elles
elles ont su utiliser les opportunités offertes par les rencontres professionnelles. On parle de réseaux, elles savent utiliser les réseaux professionnels. Et là, je ne parle pas encore forcément de réseau féminin. Bien sûr. C'est un réseau professionnel au sens large. Elles ont parfois, ou même souvent, l'appui d'un mentor. Un mentor qui peut éventuellement les lâcher, mais on le verra peut-être aussi après. Du jeu, oui. Exactement. Et elles sont souvent en affinité avec la culture d'entreprise. Elles ont un parcours en entreprise. Elles ont franchi les différentes étapes de ce parcours normé. Ce sont de très bonnes élèves. Ce sont les meilleurs élèves, en fait. Souvent. Oui, souvent. D'accord. Est-ce qu'elles ont eu conscience d'avoir des difficultés plus que les hommes pour franchir ce plafond de verre et comment est-ce qu'elles en parlent ? Oui, elles reconnaissent, sans trop insister que... Alors, évidemment, il faut avoir conscience qu'à partir du moment où nous, Valérie et moi, nous présentons comme faisant une étude sur les femmes dirigeantes, elles sont amenées à lire les choses avec ce prisme. Mais en les écoutant, on note quand même qu'il y a parfois des aspérités, des difficultés, et elles s'arrêtent sur ces difficultés justement pour en parler, bien sûr. Mais j'ai l'impression que ce sont des difficultés qui sont genrées. Alors, oui. Alors, ce qui est surtout très important dans cette étude, c'est une fois qu'elles ont percé ce plafond de verre, qu'est-ce qui se passe après ? Voilà, ce qui se passe après. C'est vraiment ça le sujet de notre étude, et c'est vraiment ça qu'on pense apporter des éclairages innovants sur la gouvernance de manière générale. En tout cas, ce qu'elles nous disent, c'est qu'il y a une rupture. À ce moment-là, il y a une rupture. Donc, on ne parle plus de plafond de verre, ou encore, je vais utiliser une citation. Oui, vous avez des citations qui étaient magnifiques. Voilà. L'une nous dit... Quand on est au-dessus du plafond de verre, on ne voit pas le verre car il est tapissé de peau de banane. Donc, oui, il y a des difficultés. Voilà, on le dit de cette façon. Elles nous font état vraiment d'un changement d'univers, d'une vraie rupture. Donc, on comprend qu'il y a des règles du jeu qui sont propres ou des règles qui sont propres à chaque entreprise, mais qu'à l'intérieur de l'entreprise, l'instance dirigeante comporte ses propres règles qui sont différentes. Quelle que soit l'entreprise. Quelle que soit l'entreprise, oui. On a fait une étude qui est cross-sectorielle. On prend des entreprises de taille et d'activité variées. Et vraiment, tous ces constats que je vous livre là sont ceux vers lesquels convergent leurs propos, oui, tout à fait. Donc, quelles sont ces règles qui sont tellement différentes ou qu'est-ce qui les a tellement étonnées ? Alors, il y a le constat de rapport de force qui change. Donc, ces instances dirigeantes sont des lieux d'influence, des lieux où finalement on se bat avec une forme d'agressivité, elles le disent aussi parfois, pour construire et maintenir une influence. C'est ce qu'elles appellent l'action politique. Leur premier constat... Donc vous dites, avant, c'était de la compétence, du surdiplôme et une compétition où on était tous à vouloir aller sur la même ligne d'arrivée. Et ensuite, les règles du jeu changent complètement. Exactement. Les compétences, elles se rendent assez vite compte, d'ailleurs, qu'elles ne suffisent plus. Ces femmes nous le disent. Être bonne professionnelle, reconnue, délivrer, avoir des résultats, bien connaître ses dossiers, travailler vite, c'est nécessaire, mais ça n'est plus suffisant. D'accord. En revanche, il y a d'autres attitudes à développer. Qui le leur apprend ou est-ce qu'on le leur apprend ? Alors, ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles découvrent qu'elles n'étaient pas préparées. Globalement, elles n'étaient pas préparées. On pourrait peut-être dire ça d'hommes qui arrivent dans ces univers aussi, mais c'est pour l'instant... Bien sûr, c'est pas le sujet pour l'instant, d'aujourd'hui. Exactement, aux femmes. Mais globalement, ce qu'on comprend, c'est qu'elles s'en sentent peu préparées. Donc, elles découvrent un monde, un univers où il y a des rapports de force, où il faut jouer de la stratégie, jouer des tactiques. Il faut savoir nouer des alliances, savoir se créer des partenariats. Et tout ça sans qu'on leur ait forcément dit. Non, donc elles ne sont pas préparées. Elles n'ont pas été, en tout cas pas toutes, préparées. Donc je vais vous proposer dans une deuxième partie d'émission que vous nous expliquiez très exactement quelles sont ces nouvelles règles du jeu et comment elles les utilisent. Et en attendant, je vous propose une pause musicale. Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café.
Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler, mais ne le peut pas. Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui, les femmes dirigeantes et le pouvoir, avec notre invitée Maria Del Peso. Maria, vous nous disiez que quand on a franchi le plafond de verre, principalement quand on est une femme, il y a des nouvelles règles et que ces règles, on n'y est pas forcément préparé. Quelles sont les premières surprises qu'une femme rencontre quand elle tombe dans un COMEX, dans un conseil d'administration, et qu'est-ce qui l'étonne avant tout ? Alors, sur la base donc de l'étude que nous menons avec Valérie Boussard, encore une fois, et sur la base des entretiens que nous avons menés auprès de femmes dirigeantes, ce qu'on constate, ou ce qu'elles partagent comme constat, c'est qu'il y a, donc, on le disait, un changement d'univers, une rupture en traversant le plafond de verre et en accédant à ces sphères de pouvoir. Ce qu'elles nous disent, c'est que finalement, en fonction de la dynamique propre de chaque instance, que ce soit une chambre d'enregistrement ou un lieu de discussion, on peut assister à des jeux politiques complètement différents. Donc il y a plusieurs cas de figure. En tout cas, ce qu'elles nous disent, c'est que il y a dans ce jeu politique, il est nécessaire de développer des stratégies, des tactiques, de chercher des alliés, parfois de faire preuve de séduction. Elle ne parle pas pour elle, elle parle au sens large. Elle constate qu'il y a des jeux de séduction, des affinités qui se créent, souvent entre hommes d'ailleurs, et qui, vous savez, on se tape sur l'épaule. On va faire de la chasse ensemble ou du ski ensemble, on va boire des bières ensemble. Voilà, ou du golf, où on parle de foot, on parle de l'école que nous avons faite, bien sûr, et qui finalement finissent par exclure un certain nombre de personnes, dont des femmes. Ça, c'est l'effet réseau typiquement masculin, effectivement. C'est l'effet réseau et c'est l'effet séduction, recherche d'alliés, en fait, dans ces instances. Et encore une fois, elles nous disent qu'elles ne sont pas forcément préparées à ça et elles découvrent ça. Donc, il y a finalement à la fois... Ce que vous disiez aussi, je suis désolée de interrompre, c'est qu'elles, quand elles essayaient de rentrer dans un rapport dit de séduction ou de fraternité ou je ne sais pas, c'était tout de suite vécu par les hommes comme une tentative de séduction sexuée. Voilà, et ça fait partie... Des difficultés du rôle. Ouais, exactement. C'est que, donc, elles constatent qu'il y a des univers différents, elles comprennent qu'il y a finalement des codes et des comportements probablement différents, et quand elles essaient de les adopter, elles peuvent se heurter à des difficultés à travers cette question de la séduction, la recherche d'alliés. Et une femme nous disait, je faisais comme mes collègues masculins, j'invitais tel et tel partenaire financier à déjeuner une fois, deux fois, et au bout de la troisième fois,
Ils trouvaient ça louche. Alors que mes Alors homologues... que pour un homme, 5 fois ou 6 fois, c'est Exactement. tout à fait normal. Il y a quelque chose d'autre aussi dans votre étude qui ressortait, qui m'a énormément frappée. Vous me disiez que les femmes s'habituaient plus ou s'attendaient plus, lorsqu'elles arrivaient dans ces instances de direction, à avoir des débats probablement lors de réunions, soit de comités exécutifs, soit de conseils d'administration et des prises de décision, et que très souvent, ça se passait de façon un tout petit peu différente que ce qu'elles imaginaient, tout au moins au départ. Oui, alors elles nous disent qu'il y a souvent des conseils ou des comités qui sont de réelles chambres d'enregistrement et où elles comprennent que les décisions sont prises ailleurs. Elles nous disent aussi qu'il y a des façons d'éviter exactement, d'inscrire des sujets à l'ordre du jour ou de mettre à la fin de l'ordre du jour des questions portées par telle et telle personne. Donc finalement... Donc ça, c'est des règles du jeu qu'elles découvrent au départ et au bout de quelques mois, elles s'habituent. Elles sont obligées de s'y habituer. Mais il y a aussi des espaces, on nous le dit, il peut y avoir des entreprises où les conseils ou les comités sont des lieux de discussion. Et ça veut dire que les jeux d'influence vont être différents selon la nature ou la dynamique, comme on disait tout à l'heure, de ces conseils. Donc l'important, c'est de bien regarder parce que les règles ne sont pas données. Les règles ne sont pas données, il faut les décoder, il faut se les approprier. Ce qu'on entend aussi, c'est que quand elles essaient, encore une fois, d'adopter certains codes ou comportements masculins, ça peut marcher, parfois ça ne marche pas. Je vous donne la citation d'une femme qu'on a interrogée, qui nous disait au moment où on cherchait en fait le responsable pour un nouveau job prestigieux, je cite, « Je m'attendais à être bouffée toute crue, les autres, les hommes, se positionnaient. J'ai décidé de shooter la première. J'ai fait comme eux. J'en ai mis un max sur la table. C'est mon principal fait marquant. Et conclusion, je me suis récupéré un job worldwide. Donc j'en ai mis un max. Donc c'est jouer selon leur code. Voilà, c'est le territoire, c'est l'ego, c'est se mettre en avant. C'est finalement utiliser toutes ces attitudes qu'elles sont obligées de développer. Donc, on parlait des compétences tout à l'heure qui ne suffisent plus. Et elles comprennent qu'il y a des attitudes à développer, comme la mise en avant, la confiance en soi, l'ego. Oui. Un ego fort développé aide dans ces cas-là. En tout cas, il faut en avoir et le montrer, défendre son territoire, développer une forme d'empathie aussi, elle nous le dit, c'est comprendre... Être un vendeur, être un commercial ? D'une certaine façon, ce n'est pas forcément le terme qu'elles utilisent, mais en tout cas, se mettre à la place, finalement, des autres membres du comité et de leur pairs, oui. La notion de territoire, c'est quelque chose de très important. Oui, le mot, dans toute la sémantique qui est utilisée pour décrire ces univers, apparaît beaucoup. Il a aussi, dans la bouche de ces femmes, un caractère masculin. D'accord. Ça se traduit par il faut garder ce qu'on a, il faut aller en conquérir d'autres. Comment ça se traduit pour elles ? Ça veut dire en tout cas qu'il y a des affrontements. Il faut être prête à des affrontements. Et elles nous le disent aussi. Donc c'est un univers guerrier. C'est un univers qu'elles peuvent décrire parfois comme guerrier. En tout cas, ce sont des rapports de force et qui peuvent mener à des affrontements en public, si l'espace, comme le disait tout à l'heure, si l'instance est un lieu de discussion, ou dans les coulisses, si l'instance a plus une vocation de chambre d'enregistrement. Mais cette idée d'affrontement, de conflit, il est omniprésent aussi. Donc, voilà, elles prennent conscience que... C'est sans arrêt, ça fait partie des choses pour rester. Ça fait partie des choses, en tout cas, qu'elles mentionnent. Donc, j'entends territoire, allié, politique. Politique, beaucoup. Et le constat principal qu'elles font, en tout cas pour nous, c'est qu'elles prennent conscience, si ça n'était pas le cas avant, qu'être dirigeant, c'est mener une action politique. C'est en permanence travailler stratégie, tactique, allier, préparer en amont, bien sûr, à tous les sujets. Mais pas que. Mais pas que. Et être prêt à des affrontements, à des conflits. Et encore une fois, elles nous disent qu'elles n'aiment pas forcément ça ou qu'elles n'y étaient pas préparées. Oui, ma question, c'est maintenant qu'elles sont au pouvoir et maintenant qu'elles l'exercent, comment elles trouvent le fait d'être au-delà de ce plafond de verre ? Alors, on n'a pas posé la question explicitement, mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que ces femmes, elles sont là parce qu'elles avaient envie d'être là.
D'accord. Oui, globalement, c'est une ambition assumée. On n'arrive jamais là par hasard. Je ne crois pas, exactement. Effectivement, quand on regarde toutes ces trajectoires, elles peuvent être très, très modestes. C'est quelque chose qui a été prévu au départ, qui a été modélisé. Alors, elles sont... alors, on peut parler des facteurs sociologiques aussi, oui, c'est assez intéressant. Ouais. Mais en tout cas, quand elles parlent de leur parcours, même si elles le font de manière modeste, encore une fois, elles démontrent qu'elles ont su profiter d'opportunités, rebondir au bon moment, aller chercher des bons conseils pour évoluer. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas eu d'échecs, bien sûr. Mais il y a... De toute façon, à mon avis, à ces jeux-là, l'échec forge et fait partie de l'apprentissage. Très, très sûrement. J'ai envie de dire bien sûr, mais oui. Donc, oui, il y a une forme d'ambition. Encore une fois, ça n'est pas forcément exprimé tel quel, mais enfin, certaines nous disent... J'ai l'impression qu'elles ont un rapport à l'ambition ou au fait de dire qu'elles sont ambitieuses qui est beaucoup plus dual que celui des hommes. C'est possible. Qui disent le pouvoir et l'argent, c'est bien, j'en veux. Pour une femme, c'est plus compliqué à dire. Alors, ce que nous, on a constaté quand même à travers l'analyse de ces interviews, c'est que la grande majorité de ces femmes, 80% d'entre elles, avaient une lecture genrée du pouvoir. Et quelque part, elles sont en train de nous dire que le pouvoir, ça n'est pas forcément très beau et c'est un truc d'homme. Et donc, parce qu'elles ne font que des trucs bien. et certaines auraient envie de dire... Ou elles le feraient différemment. Alors, est-ce qu'elles auraient envie de dire qu'elles le feraient différemment ? Oui, certaines nous le disent, elles ont envie, enfin quand je dis elles ont envie, c'est que ce n'est pas si explicite, mais de revendiquer une forme de pouvoir au féminin, entre guillemets, un peu différent. Là encore, nous, on a besoin de creuser cette dimension de l'étude. Et ce qu'on veut, c'est, encore une fois, avec cette étude, c'est disposer de données scientifiques, de prendre la distance qu'il faut pour éviter de tomber dans des jugements. Bien sûr, ou des poncifs. Ou des poncifs, non. Là, le pouvoir au féminin, qu'est-ce que ça représenterait pour elles ? Alors, elles nous disent très, très clairement, nous, les femmes, nous ne sommes pas comme eux. C'est 80% donc de femmes interviewées qui associent le pouvoir au masculin. Effectivement, elles nous disent nous les femmes, nous avons besoin d'être inspirées, nous avons besoin d'une mission, de sens. On n'est pas là, on ne fait pas le pouvoir, on ne vise pas le pouvoir pour le pouvoir. D'accord. Pour autant, quand vous entendez des jeunes femmes parler, elles vous disent qu'il y a très peu de mentors féminins qui les aident. Alors, on a une petite contradiction ou on a un petit frottement là. Ça aussi, c'est un sujet à creuser. Quand elles nous parlent de mentors, plus ou moins explicitement, ce sont souvent des hommes. Oui. Et les quelques rares femmes dans le dispositif n'ont pas toujours été très aidantes. Mais c'est du style, j'ai beaucoup travaillé pour y arriver, les autres n'ont qu'à faire la même chose. J'entends un peu ça dans le fond du discours. On ira creuser pour affirmer ce type de choses, mais en tout cas, il y a des solidarités, des jeux de solidarité qui doivent se créer peut-être. Oui, exactement. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux femmes qui sont en train de traverser ce plafond de verre pour après ? Qu'est-ce qu'elles devraient faire ? Alors, à ce stade, je me garderai, moi, de donner des conseils. En tout cas, c'est une question qu'on pose à toutes les femmes interviewées et c'est quelque chose qu'on a envie de creuser de manière à utiliser tous ces retours d'expérience et en faire une matière qui soit utile pour les entreprises, utile pour les instances dirigeantes, pour les dirigeants, qu'ils soient hommes ou femmes, bien sûr. Donc, si on veut vous aider et participer au cofinancement de cette étude, qu'est-ce qu'on fait ? Ce sera avec plaisir. Vous pouvez nous aider, et les auditeurs peuvent nous aider, ou les deux, en nous proposant aussi des noms de personnes à interviewer qui seraient intéressées par l'étude. Et puis, en apportant un soutien financier ou matériel aux côtés du CNRS, on pense... pouvoir intervenir aussi dans les entreprises pour étudier leurs propres données ou les aider à comprendre le fonctionnement de leurs instances dirigeantes où c'est possible. Donc, je vous donne un contact, études au pluriel .femme.dirigeante@gmail.com, un mail, ou bien passer par un groupe Tracé vous-même, Mireille. Avec grand plaisir. Et ce sera peut-être plus facile. Maria Del Peso, je vous remercie. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. À bientôt. Au revoir.